Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Click. Cult Click, une émission de qualité. On est là cette semaine, aujourd'hui, pour parler de Luke Cage. Luke Cage, c'est une série Netflix. Tout à fait. Alors, tu nous as préparé une introduction, dis-nous tout. Ah bon ? Oui. Je ne savais pas. Donc Luke Cage, c'était une série du groupe des séries The Defenders, qui sont en fait les héros de l'ombre de chez Marvel, comprenant donc Luke Cage, bien évidemment, sa femme Jessica Jones, Daredevil, il y a le Punisher aussi, Iron Fist, qui sont pour l'instant ceux qui font partie de ce groupe des Defenders. Il va y avoir une saison ou 2 saisons, voire peut-être même 3 saisons pour Daredevil par personnage, et puis il y aura une, et puis peut-être plusieurs saisons ensuite, sur les Defenders, où ils sont tous unis contre un mal précis. Donc par exemple, ça pourrait être Vincent D'Onofrio, le Caïd, pour Defenders, ce qui serait assez logique finalement. Iron Fist et le Punisher sont tous les deux tendus contre un mal défini. Et donc voilà, donc c'est la version de l'ombre des Avengers. Il n'y avait pas de... C'est la version de la rue. Voilà, oui, c'est plus de l'ombre aussi. Mais c'est déjà le cas dans les comics. Par exemple, dans Civil War, Captain America va avoir un groupe de résistants qui sont dans Harlem, si je dis pas de bêtises, ou dans Hell's Kitchen, qui sont dirigés par Luke Cage avec Jessica Jones, etc. Avec lui. Donc là on arrive, donc il y a eu la première saison, c'était Daredevil, ensuite on a eu Jessica Jones, Daredevil saison 2, on arrive à la 4e saison des Netflix Marvel, qui est donc Luke Cage. Luke Cage, c'est un héros afro-américain qui vit à Harlem. On a fait une vidéo de présentation sur la chaîne sur Luke Cage, qui est Luke Cage, vous pouvez la retrouver, donc du coup on va aller vite sur Luke Cage. On l'a déjà vu, pour revenir dans les séries de Netflix, on l'a déjà vu dans Jessica Jones, c'est le petit ami de Jessica Jones dans la saison 1 de Jessica Jones, il tient un bar dans Hell's Kitchen. Là, allez savoir pourquoi, on le retrouve à Harlem. Alors quand je dis allez savoir pourquoi, c'est que je vais justement parler de la temporalité dans mon avis sur la série. On le retrouve à Harlem, où en fait l'ami Luke Cage semble être sorti de prison et bosse pour Pop, qui est un gérant de salon de coiffure, et en fait il balaye les cheveux. Et on comprend très très vite qu'il est invulnérable, qu'il ne peut pas être touché par les balles, qu'il a une force démentielle, et qu'il est toujours très gentil. On comprend également que quelque part ce travail pour lui de nettoyer ses cheveux au sol, c'est aussi pour expier en fait un peu cette honte de lui-même ne pas en avoir. Oui. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la série ? Il y a un méchant, donc bien évidemment c'est qui est Cottonmouth, voilà, je confonds avec le mec de Gotham, le pingouin. Donc Cottonmouth, et puis il y a une enquêtrice qui est jouée par l'actrice Simone Missick, qui fait partie vraiment des actrices épouse-moi s'il te plaît, et qui joue le personnage de Misty Knight, qui est un personnage visiblement important dans les comics autour de Luke Cage, c'est en tout cas ce que j'ai lu. Et puis chez les méchants, il y a un hispanique qui est joué par Theo Rossi, qu'on a vu dans la série Sons of Anarchy, et que vous verrez dans Luke Cage. C'est celui qui a toujours un très beau costard et des lunettes de soleil. Donc voilà, et puis on trouve également Alfred Woodward, que je ne sais pas dire son nom, qu'on avait vu notamment dans Desperate Housewives, et qui joue une femme politique de Harlem. Voilà, alors on vous fait la vidéo pour vous parler de Luke Cage, pendant que Big B fait un réglage et du coup n'est plus à l'antenne, en vous disant très humblement que la série vient de sortir sur Netflix ce vendredi. On enregistre la vidéo le samedi, donc un petit peu plus de 24 heures après. Étant donné qu'on travaillait, etc., on vous passe les détails, on n'a pas pu tout regarder. Big B avait eu la chance de voir les épisodes en avance, chose que j'aurais pu faire aussi si je savais regarder un épisode en VO intégral. Big B a donc vu 8 épisodes et demi, moi j'en ai vu 3, et on va vous donner notre avis sur la série, sur ce que l'on a vu. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que notre avis définitif sur la saison sera le même. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo pour vous donner un avis avec spoiler, par exemple, sur l'intégralité de la saison 1. Voilà, j'en suis à l'épisode 9 pour donner des chiffres, j'en suis à l'épisode 9 sur 13, si oui, je ne me trompe pas. C'est ça, 13. Et voilà. Donc moi j'ai vu les 3 premiers. Tu en avais déjà parlé sur la chaîne Cult Click, dans une des rediffusions que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Tu l'avais fait en live pendant l'émission, que vous pouvez retrouver tous les mardis de 19h à 21h sur cultclick.com. Ah, la promo de ouf. Et du coup, j'aimerais donner mon avis, moi, sur Luke Cage. Je peux commencer ou tu veux... Eh bien, vas-y. Comme ça me permettra d'aller un petit peu plus loin, toi, du coup, vu que tu en as vu plus. Le contre. Alors, les avis sur Luke Cage sont globalement très positifs.
Le tien était plutôt mitigé, donc je suis rentré dans Luke Cage avec une certaine appréhension. Pourquoi ? Non pas que l'avis de Bigby est toujours le plus juste, mais parce que, étonnamment, on a toujours eu globalement le même avis sur les séries de Netflix Marvel. T'as pas spécialement aimé Jessica Jones. J'ai franchement pas spécialement aimé Jessica Jones. Donc, étant donné que tu m'as dit que ça ressemblait un petit peu à Jessica Jones, je suis rentré dans Luke Cage avec une certaine appréhension. Et puis au bout de 3 épisodes, mon avis c'est que Luke Cage est vraiment une série que j'apprécie. C'est une très bonne série pleine d'énormes imperfections qui lui donne un espèce qui me donne un espèce de sentiment partagé et très particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans Luke Cage. Et à côté de ça, il y a une ambiance, il y a ce personnage de Luke Cage que j'apprécie énormément, il y a un casting qui est de très grande qualité, même si paradoxalement les acteurs sont pas très bien utilisés. Je pense par exemple à l'acteur Masher, je sais jamais le dire, c'est celui qui joue Remy Danton dans House of Cards et qui a joué récemment dans Free State of John, et je vais faire honneur à ce très bon acteur qu'on avait notamment découvert dans la série 4400, et oui, il y en a qui ont regardé ça à l'époque, c'est Mahershala Ali, qui joue donc le méchant Cottonmouth, et lui c'est un excellent acteur. Théo Rossi dans Les Sons était très bon, bon là il l'est un peu moins. Simone Missick est une vraie révélation et elle apporte beaucoup de fraîcheur et un personnage qui est très attachant aussi. Et cet acteur Mike Colter qui est aussi je le trouve réussi. Le casting est donc bon, l'ambiance est plutôt sympathique. Harlem c'est un cadre je trouve pour la série qui est vraiment bien et puis qui change de Hell's Kitchen avec Daredevil notamment. Mais voilà, il y a des choses qui vont pas du tout. Je trouve que le rythme par exemple du pilote est assez déconnant. J'ai pas spécialement adhéré au pilote. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre pourquoi on nous montrait ça, quel était le lien entre Luke Cage qui est censé être un super-héros invincible, mais vraiment un super-héros, pas juste un espèce de justicier à Harlem, et ce méchant Cottonmouth où on comprend pas trop ce qu'il fait, il est toujours assis, bien habillé dans sa boîte de nuit. L'intrigue se met tout doucement en place, mais on se laisse emporter par la série malgré des défauts qui sont... Alors parfois le jeu des acteurs, assez paradoxalement, c'est-à-dire très bon casting, mais les acteurs, je le redis encore une fois, pas très bien utilisés parfois. Théo Rossi qui est très dans le cliché, je pense à une scène où il y a les 3 méchants qui rentrent dans le salon de coiffure, mais je me suis dit what the fuck, c'est totalement du cliché. Alors toi t'avais parlé de la Blaxploitation dans la vidéo de présentation sur Luke Cage, et c'est vrai que ça reprend énormément d'éléments, ce Luke Cage te rejoint, c'est un hommage évident. La musique aussi est très particulière, mais je la déteste autant que je l'apprécie cette musique finalement dans Luke Cage. En fait au bout de 3 épisodes c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que Luke Cage me déçoit autant que je l'apprécie, mais j'ai quand même très envie de voir la suite. Et c'est un petit peu particulier, il y a des moments où tu te dis ouah la série va être ouf, et en fait il se passe rien, ou alors la scène te déçoit. Il y a des moments où tu vois pas venir un petit truc qui va te faire rire ou qui va te faire apprécier un peu plus les personnages. Donc pour l'instant, je trouve qu'il y a dans ce Luke Cage un sentiment vraiment d'imperfection. J'ai le sentiment de regarder une série qui a été construite sur un espèce de château de cartes qui à tout moment peut se casser la gueule, mais pour l'instant ça tient et le château de cartes est très beau, mais tu sens que vraiment ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc globalement, voilà mon avis sur Luke Cage. Ceci étant dit, en faisant la comparaison avec les 3 premiers épisodes de Daredevil, de Jessica Jones et même de Daredevil saison 2, le paradoxe c'est que je crois que c'est quand même les 3 premiers épisodes des séries Netflix Defenders que j'ai préférés. Vraiment. À la limite peut-être avec Daredevil quand même, saison 1, et puis le début de la saison 2 de Daredevil avec le Punisher était pas mal. Mais pour moi c'est vraiment au-dessus de Jessica Jones qui pour le coup m'avait beaucoup déçu, même si beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que David Tennant, et c'était justement pour moi la vraie faille de Jessica Jones, c'était David Tennant, son personnage. Donc voilà pour Luke Cage, j'ai très envie de voir la suite. J'espère que ça va nous emmener dans des endroits intéressants, même si il y a un gros bémol sur le personnage de Luke Cage même, c'est-à-dire que
lui alors, est très sympathique, il en fait pas des tonnes, etc. Même quand il se bat, il en fait pas des tonnes. Mais justement, il est beaucoup moins spectaculaire que Daredevil, alors qu'il a des pouvoirs mais tellement puissants. Enfin, quand il y a, t'arriverais à en citer beaucoup, toi, des scènes où Luke Cage avec ses pouvoirs t'impressionne. Parce que Luke Cage, à mon avis, il défonce même Captain America et Iron Man ensemble. Mais il n'y a pas ces scènes-là qui vont me sidérer comme on avait eu le plan séquence de ouf dans Daredevil, etc. quoi. Donc à part peut-être quand il prend le canapé pour défoncer tout le monde, et encore. Bon, puis on en parlera peut-être encore un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a des moments aussi où ça manque un peu de crédibilité, tout ça. Voilà mon avis sur Luke Cage. Ça va, ça n'a pas été trop long, j'ai mis que 3 quarts d'heure. À toi. Ok. Alors, pour essayer de résumer, concrètement, le premier truc, c'est que cette série... Alors, pourquoi est-ce qu'on vous avait fait la vidéo qui est Luke Cage, en prenant vraiment le temps d'essayer d'expliquer comment il a été créé, c'est-à-dire vraiment en hommage et en commande à la Blaxploitation, parce que je pense que c'est beaucoup de ce qui explique les imperfections de cette série, ou en tout cas les ambitions. C'est-à-dire que, de la même manière qu'à l'époque de la Blaxploitation, donc c'était plutôt de la soul et de la funk, là, la série essaye de se placer plutôt sur un peu toutes les variations des musiques un peu des ghettos américains. Donc là, on a Notorious Big qui est derrière pour présenter un peu le fait qu'il y a du hip-hop, il y a du rap, etc. On est vraiment sur une série qui est juste... parfois, on a l'impression qu'elle est là pour être c'est une série de super-héros, ok, mais qui est aussi beaucoup là pour essayer de présenter ou d'essayer de balayer même plus rapidement comme ça toute la culture noire américaine. Avec, et on le voit bien, le club de Cottonmouth. À chaque épisode quasiment, il y a un artiste qui arrive et qui chante ou qui fait un type de musique nord-américaine. Donc, nord-américaine, pardon. Donc au final, on est vraiment dans une logique de connexion. Donc voilà, est-ce que j'ai parlé un peu de telles influences? Oui, non. Et donc ça donne une espèce de le mixage des cultures, alors que toutes ces cultures sont influencées ou les filles les unes des autres. Bizarrement, dans un épisode de 1 heure où on a changé 3 fois de type de musique ou même de type de réalisation parfois, c'est un peu un gloubi-boulga qui a du mal à passer, quoi. C'est-à-dire que concrètement, on a des épisodes où on est en train de montrer le personnage, donc le premier surnom de Luke Cage était Power Man, et on est en train de nous montrer Power Man, c'est-à-dire juste un gars massif qui ne prendra jamais un nion, qui peut en mettre et tout, et la réalisation, il est fixe, et limite quand il met un punch, voilà, on va le montrer qu'il s'est cassé un mur. Ok, et puis juste après, on est un peu dans Shaft, il est juste bien sapé, on le suit dans la rue, la caméra est beaucoup plus épaule, et tout ça dans le même épisode. Et après, on va passer et on passe épisode 4, et puis hop, on change encore la réalisation. Donc, c'est très difficile de dire si on a aimé globalement Luke Cage pour tel effet. Parce qu'en fait, cette série est une espèce de caméléon chelou qui change vraiment d'âme toutes les 15 minutes. Mais ça lui donne son charme quand même, ça. Le seul point commun, c'est le personnage de Luke Cage qui a un charme, qui est sympathique. Mais voilà. Et après, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que cette série, elle est attachante, par exemple? Est-ce que le personnage de Luke Cage, on est attaché? À titre personnel, je trouve que peu, parce que justement, comme il est invulnérable, comment se projeter? Tu vois, au final, il n'y a rien qui le touchera jamais. Peut-être dans ses douleurs. Parce que certes, il n'a pas de douleur physique. Non, il a une douleur mentale. Oh, si, en fait, le truc, c'est que la mort de sa femme. L'histoire de Luke Cage, est beaucoup plus sombre dans son origin story que même ce qu'on voit là. Parce qu'en fait, la première partie de la série montre comment est-ce qu'il a eu, c'est l'origin story de ses pouvoirs. La deuxième partie de la série, c'est un peu plus sur l'origin story de lui, sa vie. Mais donc, toute cette première partie, c'est un peu bizarrement... Je suis un peu perturbé parce qu'il y a quelqu'un qui passe derrière la caméra. Des gestes pas possibles. Bon, donc globalement, le truc, c'est que on a du mal... Quelle souplesse. C'est impressionnant.
on a du mal en fait tout simplement à s'en faire pour quelqu'un dont on sait très bien qu'il pourra sortir de tous les coups. Et je te trouve dur parce que lui s'en sort, d'accord, mais pas ses proches. Et alors ? Et du coup, c'est sa douleur mais vis-à-vis de ses proches. Mais c'est qui les proches dans la série mais sa qui ont un femme, problème ? Non, Pop. C'est qui les proches dans la série qui ont un problème ? Ils sont tous vulnérables, les gens qui sont autour de lui. Non. Les seules personnes qui sont vulnérables et à qui il arrive un truc, c'est des personnes où on se dit que potentiellement il va leur arriver un truc, qu'il soit pas là ou qu'il soit là dans les semaines qui viennent parce qu'ils l'ont bien cherché. Oui, mais lui, il en chie de ce qui leur arrive. Moi, je le sens pas. Je le sens pas. Mais je reviendrai là-dessus justement sur sa femme parce que c'est un truc important à dire. Moi, je le sens pas souffrir. Je le sens pas vivre en fait. J'ai l'impression de regarder un mec qui est complètement anesthésié, qui est sous Prozac, et on suit son aventure sous Prozac. Oui, mais si t'étais invulnérable comme lui, t'arriverais à être plus que ce qu'il ne l'est parce que sa posture, elle est hyper délicate quoi. 2 secondes, le personnage de Superman. Le personnage de Superman a toujours été un personnage qui était difficile à traiter au cinéma parce qu'il est justement Superman, il est invulnérable et tout. Mais du coup, ça devient un emblème, ça devient quelqu'un et où la réalisation elle est hyper dynamique parce que c'est un personnage qui peut faire plein de trucs. Et là, avec Luke Cage, on a juste un mec qui se balade, c'est un tank. Bon, voilà, je me balade, il se passe rien. Tu prenais l'exemple tout à l'heure de dire il doit aller péter la gueule à un gang. Bon, tu le vois, il marche, il va dans une pièce. Bon, il me tire encore dessus. Hop. Même la réalisation, on n'a rien à branler en fait. Même la réalisation. Ça, j'avoue, c'est vrai. Le truc, c'est que Daredevil, le mec, il a pas de pouvoir, on le voit, il en chie et tout. Ah oui, et saison 1, il prend tellement de les efforts qui sont mis en place, et les acteurs, ils se sont fait un putain de plan séquence dans la première saison. Ils ont fait un putain de plan séquence de la deuxième saison. On voit tous les acteurs, on voit les cascadeurs qui sont fatigués de la scène et tout, qui donnent tout. Sur Luke Cage, on a l'impression que tout le monde s'est fait chier, qu'on fait une scène dans un bar, on fait une scène d'action, c'est tout pareil. Tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est vraiment, et c'est vraiment dommage. Donc, est-ce que cette série est sympathique ? Ouais, elle est sympathique parce que, au final, il y a une espèce d'ambiance qui se dégage, un peu comme Jessica Jones, il y avait une ambiance qui se dégageait, ou pourquoi pas. Mais est-ce qu'elle est réussie ? Moi, je pense qu'elle est loupée. Elle est vraiment, littéralement, elle est loupée. Toutes les 2 secondes, toutes les 10 minutes, à peu près 15 minutes, tu changes de type de réa, tu changes de type d'effet. Si une série n'a pas d'identité, c'est un problème. Je te trouve dur parce que moi, je trouve qu'elle a vraiment une identité pour le coup. Est-ce que The Get Down est me parle beaucoup plus quand on parle des pseudo-ghettos américains ou de Harlem ? Putain, mais ça a tellement plus de style, quoi. Ça a vraiment la classe. Là, Luke Cage, j'ai l'impression de regarder une série qui a le charisme du caméléon, sauf que c'est Harlem, quoi. Non mais vraiment. Oh, t'es dur. T'es dur. Ah non, mais vraiment. Et le truc, c'est que du coup, de partir d'un Daredevil qui a vraiment des qualités, des défauts et tout, de regarder Luke Cage, c'est une série. Alors attention, c'est une série qui est bien réalisée sur certains points. Le problème, c'est que toutes les 2 secondes, elle va changer de type de réa. C'est quand même au-dessus de, précisons-le, mais de toutes les séries super-héros, style Arrow, Flash et compagnie, quoi. Oui, Luke Cage s'assoit dessus gentiment, quoi. Oui, parce qu'on parle de Teenage Cherry par rapport à une série pour les adultes. Mais enfin bref, donc globalement, j'ai envie de dire, peut-être que c'est l'échelon Netflix qui nous a sorti beaucoup de très bonnes séries. Et du coup, là, la nouvelle série de DC et Netflix, et du coup, qualitativement, je m'attendais un peu plus, c'est sûr. Mais là, en fait, on a Daredevil qui est là, on a Jessica Jones qui est là, et on a Luke Cage qui est là. Ah, tu mets Luke Cage en dessous de Jessica Jones ? Je préfère le personnage de Luke Cage, mais j'ai préféré la série de Jessica Jones. Parce qu'au moins, c'est cohérent. Au moins, on est sur un fil, au moins, on est sur une thématique. Jessica, elle a un problème, on la suit, ça évolue au cours des épisodes. Là, franchement, chaque épisode, ça pourrait changer complètement d'histoire, on s'en battrait les couilles. Mais vraiment, il pourrait partir de Harlem demain pour aller à Chicago, puis ensuite machin. Au final, on est attaché à personne, on s'en fout complètement. Tous les personnages secondaires, à part Mystique, qu'on voit à peu près régulièrement, ils pourraient tous disparaître demain. Oh non, le blague de Mr. Robot est vachement bien aussi. Enfin, bref. Et il y avait... et vraiment, cette série, elle est... Alors, tu parlais des acteurs. Attends, je vais essayer de te retrouver une image. Le truc, c'est qu'il y a cet acteur. Non. Théo Rossi. Non. Celui-là. Ouais. On vous le met à l'écran. Voilà, celui-là. Typiquement. Alors là, on est dans le mec... voilà, il arrive à chaque fois, il est en costard, il a les lunettes noires alors qu'ils sont dans la pénombre. Donc, tu te dis, le mec, comment est-ce qu'il fait pour se repérer ? Et donc, le truc, c'est qu'il te crée, tu vois, des personnages... Ça, c'est une performance d'acteur. Il te crée des personnages où tu te dis...
Waouh, attends, il va se passer des trucs, il va avoir un charisme et tout. Et le mec retire ses lunettes. Moi, je me suis dit, ils vont lui faire des yeux, tu vois, albinos. Oui, j'y ai pensé à ça aussi. Ouais. Il va y avoir quelque chose de mystique, enfin, il va y avoir quelque chose. Et non, en fait, il y a juste les yeux bruns, et puis il se passe rien, et le mec, il sert à rien, quoi. Donc, globalement, cette série, c'est un peu ça. Elle amorce des trucs. Il y a des choses sympas. Il y a forcément dans tout ça quelque chose qui vous plaira dans Luke Cage, parce qu'il y a plein d'aspects sympathiques. Mais est-ce que ça fera une série que vous aimerez vraiment regarder beaucoup? C'est une série qui est bien quand il y a un trou de série. Vraiment. Et voilà, et c'est dommage. Et alors, pour terminer, juste parce qu'on parlait... La Siri qui s'est allumée. Ah ouais, pourquoi est-ce que... Je sais pas, mais il te demande ce que tu... Alors, c'est juste que sur l'iPad, du coup, il y a Siri qui est en train de dicter tout ce que je suis en train de dire. Vraiment, pour terminer, Dédé. Pourquoi est-ce que Aya Siri? Aya Siri. Ah, donc il y a Siri, transforme ça en Aya Siri. Ça doit être l'accent du coin. Pour terminer, donc pour revenir sur la cohérence donc de l'univers pour revenir sur l'univers ah non, il a confondu la honte. Donc pour revenir sur les Defenders, effectivement, il y a un truc très bizarre sur la liaison entre ces personnages. Ah, tu vas pomper mon argument. Alors, on prend énormément dans Luke Cage, on parle énormément de Daredevil. Ah ouais? J'en ai jamais entendu parler. On en parle très régulièrement, un peu après. À l'épisode 9, pour l'instant, à part des mentions orales, il n'y a pas vraiment de lien entre rien. Jessica Jones, qui avait beaucoup de Luke Cage, elle a rien du tout. Et c'est un peu bizarre parce que dès le premier épisode de Luke Cage, il y a des clins d'œil sur New York, les Avengers, les événements, etc. Sur Daredevil aussi. Ça revient régulièrement en tête. On a même l'impression que certains des événements dans Luke Cage sont dus à des événements dans Daredevil. Ok. Mais vous n'avez pas eu les brousoufs pour ramener une des personnes pour qu'il y ait le moindre lien? Ou alors est-ce que vous attendez le dernier épisode pour dire ah là là, c'est les feux d'artifice? Moi je pense que j'ai une théorie là-dessus. Et de la même manière que quand on avait parlé de Night Of, on avait dit c'est une très bonne série, mais qui a été trop étendue en nombre d'épisodes. Je pense que c'est le même problème avec Luke Cage. Je ne sais pas pourquoi cette série a 13 épisodes. Tout ce qui se passe dans les 9 premiers aurait pu se passer en 5 épisodes. Donc pourquoi nous balancer des épisodes... Ou alors, les acteurs, vous les payez à la journée, très bien. Mais alors faites-leur faire des trucs, qu'il se passe plus de choses dans le scénario. Si c'est juste nous étirer les scénarios, c'est extrêmement déceptif. Ou alors vous nous faites une version de Netflix où on peut passer 2 épisodes parce qu'il s'est vraiment rien passé. Là, on a des épisodes entiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le 3 et le 7 ? Franchement, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Presque rien passé. Ou alors, il y a un truc. Et entre le 7 et le 9... je pense qu'on peut dire aussi qu'il ne se serait passé qu'une seule chose qu'on aurait pu résumer en un épisode. Je vais un peu vite, mais c'est à peu près la réalité, je pense. Donc, voilà. Donc peut-être moins d'épisodes. Je ne serais pas fâché qu'il y ait moins d'épisodes. Les 5 épisodes de trop, peut-être même. Et si vous essayez de créer un univers étendu, étendez-le un peu plus. Ce serait mes remarques. Parce que c'est un peu dommage de mettre... Et surtout quand tu as Daredevil qui est dans le coin et qui est plutôt une série très réussie, de pas en profiter pour essayer de pousser un Luke Cage qui du coup est un peu tout seul. Alors moi j'aimerais redévelopper des trucs, mais avant je vais dire j'avais une théorie sur les personnages et pourquoi ils sont pas aussi présents les uns les autres dans le... Je tiens à dire que en fait dans la vie réelle je fais à peu près 1 mètre de plus que Kev. Mais le canapé... Oui c'est vrai, bon, pas 1 mètre enfoiré mais au moins 10 cm. Le truc c'est que dans Daredevil on voit pas Jessica Jones, on voit pas Luke Cage, on voit le Punisher. Parce que les deux sont intimement liés, et puis le Punisher c'est après son passage dans Daredevil qu'il a eu sa série. Dans Jessica Jones, il y a Luke Cage parce que c'est logique. Historiquement, Luke Cage et Jessica Jones, ils sont ensemble, ils ont un bébé ensemble, c'est monsieur et madame. Donc ça tient. Dans Luke Cage, qui n'est pas Jessica Jones, c'est quelque chose qui me perturbe aussi. J'ai presque l'impression qu'elle n'a pas eu le droit d'être dans la série parce qu'elle était blanche. Non, je pense pas. En fait, le truc, c'est que cette vanne, elle est un peu réelle parce que tu as l'impression qu'il y a une volonté complète de faire une série spécifiquement à la gloire, tu vois, de la culture noire américaine et que c'était très difficile
d'y intégrer, tu vois, d'autres types de personnages, d'autres types de cultures. Peut-être, ouais. Mais alors, mon autre théorie, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui lie chaque série individuelle et qui va les lier aux Defenders. C'est le personnage de l'infirmière incarné par Rosario Dawson, qui est très importante dans Daredevil, qui est très importante dans Jessica Jones et qui est très importante également dans Luke Cage. Donc à mon avis, elle le sera aussi dans Iron Fist et c'est elle qui va créer une espèce de ciment. Alors on ne sait pas trop comment, parce qu'à mon avis, ils vont se lier autrement, mais en tout cas, au niveau de la narration et au niveau de la présence des personnages, c'est elle qui sera vraiment au cœur du truc. C'est elle peut-être qui a l'évolution la plus intéressante dans la série de Luke Cage. Ah bon, ça c'est intéressant parce que je ne l'ai pas encore vu moi, mais du coup ça explique aussi pourquoi Netflix est allé chercher pour ce rôle-là une personne aussi importante que Rosario Dawson, qui est une immense actrice et qui s'est fait un nom à Hollywood. Alors avant, parce que là, je vais un peu défoncer la série sur certains points, mais juste là ton avis était assez négatif. Moi je vais dire quand même que c'est une série qui a de vraiment qualitatif, mais qui, pour diverses raisons, moi je trouve un charme réel, une vraie identité qui me donne envie d'aller plus loin. Ceci étant dit, il y a énormément d'incohérences dans Luke Cage. Et la première pour moi, et c'est vraiment celle qui me perturbe le plus, c'est le problème de la temporalité. Quand est-ce que se passe Luke Cage? Je n'en sais foutrement rien. Après Jessica Jones. Eh ben non, ça c'est sûr que non. J'en suis certain. Ou alors vraiment, j'ai rien compris. Ou peut-être que tu as raison. Bref, je ne sais pas. Mais les indices. On sait que ça se passe après l'attaque de New York, puisqu'il y a référence aux Avengers. Soit. On sait, et ça c'est plus intéressant, que ça se passe après Daredevil saison 1, puisqu'à un moment, Cottonmouth discute avec la femme politique. Non, c'est sûr. Et elle lui dit, je finis pour les. Elle lui dit, fais attention, t'as vu ce qui est arrivé à Fisk. Donc voilà, donc au Caïd. Mais pourquoi ou alors j'ai complètement oublié la fin de Jessica Jones, et c'est probablement le cas. En fait, il se fait exploser son bar. Alors, oui, tu veux bien ça c'est sûr. Il se fait exploser son bar donc dans Jessica Jones. Et à un moment, alors soit j'ai halluciné, mais il parlait de payer un peu les dettes du fait qu'il avait eu un problème financier. Pour moi, le problème financier, c'était son bar qui avait explosé, mais peut-être que c'est pas ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui me perturbe. Mais non, c'est pas possible que ce soit avant Jessica Jones. Je vais t'expliquer pourquoi. Luke Cage, au début de la série, il sort de prison, on le sait. Pop lui dit, etc. Et il dit... Non, mais on sait pas s'il est sorti de prison depuis. Oui, mais attends, il dit quelque chose. Tu sais, il y a la nana qui le chauffe dans le salon de coiffure. Il refuse ses avances. Et Pop lui dit, ta femme est morte depuis un moment, il faudrait que tu commences à fréquenter d'autres femmes. Et il dit, là, pour l'instant, je peux pas, je verrai après. Donc en fait, il peut pas avoir déjà fréquenté Jessica Jones. Donc ça se passe avant Jessica Jones. C'est la phase Harlem de Luke Cage avant de s'installer à Hell's Kitchen avec son bar. Donc pour moi, la temporalité, elle est quand même vachement what the fuck, quoi. Non, c'est pas possible. Mais si. Mais non, en fait. Alors pourquoi il dirait ça pour la femme? Ce que tu dis a du sens. Et pourquoi il serait plus avec Jessica Jones? Les activités qui se passent dans Luke Cage, en fait, à un moment, il y a des trucs qui deviennent médiatiques. Et donc, ça voudrait dire que pour le coup, ça n'aurait pas de sens que dans Daredevil et dans Jessica Jones, il n'ait jamais entendu parler de lui. C'est pas possible. C'est forcément après. Mais alors, pourquoi est-ce que Pop lui dit qu'il serait temps qu'il refréquente une femme, alors que Jessica Jones, on l'a vu se faire secouer par Luke Cage à en démonter les murs et les lits? Bah peut-être parce que c'était du... Il y a un problème à mon avis, non, pas transitoire. Quand ils sont en l'air avec la fliquette, pour lui c'est marquant alors que c'est un coup d'un soir. Mais concrètement, le truc c'est que ce qui se passe un peu après... T'es d'accord avec moi que c'est what the fuck? Un petit peu. Sur les bords quand même. Au niveau temporalité, c'est pas évident. En général, la manière dont on récupère le personnage, après Jessica Jones, si c'est après Jessica Jones, c'est très chelou. Et si c'est avant, c'est impossible. Parce que si c'est avant, elle l'a forcément vu dans les news. Parce qu'il apparaît dans les news. Mais peut-être que c'est vraiment avant et qu'ils ont oublié avec les news. Jessica Jones, elle regarde peut-être pas la télé. Dans son appartement, Jessica Jones, s'il n'y avait pas beaucoup de mobilier, il y avait une télé au moins. Non. Parce que du coup, à un moment, le Cage apparaît avec ses pouvoirs aux news. Donc du coup, forcément, tout le monde devrait être au courant.
Non, mais même, non, mais tu m'embrouilles. Je tombe dans ton truc. J'étais pas d'accord avec toi. C'est sûr que c'est après. C'est Inception. Mais non, mais c'est sûr que c'est Mais après. non. Je sais pas pourquoi je suis rentré dans ton truc. Parce que il connaît déjà Rosario Dawson, que avec Rosario Dawson, il parle de comment elle l'a sauvé dans Jessica Jones. Donc, arrête de m'embrouiller. Mais alors, ça n'a aucun sens. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. Là, on est d'accord. Mais c'est après Jessica Jones. Arrête de m'embrouiller. Mais dans Jessica Jones, il est en colère pour sa femme, et encore plus quand il découvre quelque chose. Et là, dans Luke Cage, il commence la série en mode je suis en deuil. C'est-à-dire que lui, il fait les étapes du deuil, mais à l'envers. Donc à la fin de la série, il va apprendre que sa femme est morte ou quoi? Non, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Je trouve qu'au niveau temporalité, il y a un vrai problème. Et après, il y a d'autres soucis de cohérence. Mais alors moi, là-dessus, je suis très tatillon, c'est-à-dire que quand c'est pas cohérent dans un film, ou que les gens n'ont pas une réaction logique... Le job qu'il a en premier épisode n'a pas de sens par rapport à ce qu'il a fait avant. Mais non, ça n'a pas de sens. Et surtout ce qu'il dit sur Hell's Kitchen. Bref, c'est vrai qu'il y a plein d'incohérences. Alors là, sur des détails, moi, quand il y a des comportements de personnages dans un film ou une série qui se veut réaliste et qui ne sont pas réalistes, même si pour vous, c'est un détail, pour moi, ça compte beaucoup. Voilà. Et il y a des trucs... Quand tu joues du piano. Voilà, exactement. Le truc, c'est que dans Luke Cage, il y a plein de choses qui sont incohérentes. Prenons un exemple. Vous êtes policier. Mettez-vous dans cette position-là, vous avez un képi, un superbe uniforme, vous êtes policier. Vous intervenez sur une scène de crime où il y a eu une fusillade de psychopathes. Et il y a un survivant. Un survivant, un grand black hyper baraqué, qui est un peu prostré parce qu'il vient de vivre un truc pas cool. Et vous le regardez, et vous voyez sur son t-shirt des impacts de balles, mais un truc de taré. Vous êtes policier. Vous vous dites quoi? Oh, il y a des impacts de balles. Tu vas bien, mec? Ou alors, est-ce que vous essayez de creuser? Parce qu'il y a des putains de trous de balles dans son truc, et ça titille pas les policiers qui disent t'as rien? T'as des impacts de balles, mais t'as... Bon, rentre chez toi, mon gars. Mais ça n'a pas de sens, ça. C'est vraiment des trucs qui m'ont titillé comme ça. Et il y a plein de moments dans la série où il y a des non-sens énormes, comme ça, des trucs qui... Mais alors, attends que ça avance, hein, parce que oui, ça va être encore... Mais d'accord, mais par exemple, le personnage de Théo Rossi qu'on a vu tout à l'heure, donc d'ailleurs, tu peux le remontrer, c'est celui qui est encore à l'affiche, il arrive dans la série, moi j'ai rien compris, hein. Pourtant j'ai remis le truc en arrière pour essayer de comprendre qui c'était. Le mec arrive, Cottonmouth le voit, première impression c'est mec, je t'ai jamais vu, t'es qui? 30 secondes après, ouais, mais tu te rappelles quand tu m'as apporté sur 30 km, sur 30 km au Vietnam et que tu m'as sauvé la vie 12 fois là-bas et tout. Donc les mecs se connaissent, on les revoit après, ils se connaissent pas, et un peu plus tard, il y a Théo Rossi qui fait ah, mais je sais que ça te fait, je sais qu'il comptait pour toi, je sais que ça te pèse énormément et tout. Bref, incohérence entre la relation Cottonmouth et Théo Rossi. Et Théo Rossi qui est dans la série, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que lui sait pourquoi il est là? Alors oui, ça normalement on le sait, c'est juste que c'est mal expliqué. D'accord, je m'en doutais bien que c'était mal expliqué. Et alors après, il y a un autre truc qui m'a quand même sacrément gonflé. C'est, alors du coup, je repars sur Théo Rossi. Luke Cage connaît Théo Rossi et ils nous le disent dès le début de la série. Ils se sont croisés en prison. Voilà. J'ai envie de dire, c'est même pas un spoil parce que après il n'y a plus rien. La première fois que Luke Cage croise Théo Rossi, c'est panique à bord. Luke Cage se fait sur lui comme s'il y avait un truc derrière de ouf. Et Luke Cage s'en va en tremblant en disant oh mon Dieu, j'espère qu'il m'a pas reconnu. Voilà. Et épisode suivant, ils tombent tous les deux nez à nez dans la pièce. Luke Cage voit Théo Rossi, l'épisode d'avant il s'est fait dessus, il rentre dans la pièce l'air de rien en disant ça va mon pote. Théo Rossi le regarde, donc là tu t'attends à un truc de oh, mais je te connais toi, je te connais. Rien. Et là je me suis dit mais pourquoi avoir développé cet aspect là de leur relation dans l'épisode 1 pour complètement le squeezer dans l'épisode 2? Parce que pour que l'épisode d'après il puisse se chier dessus et que l'épisode d'après il en ait plus rien à foutre. C'est exactement ce qui va se passer. Ouais. Oui, peut-être, mais... Non, mais c'est exactement ce qui se passe. Oui, mais j'ai vu l'épisode 3 et après on n'en reparle plus, quoi. Bah, on en reparle. Donc, et ça, c'est des petits exemples qui me perturbent dans la série, des incohérences qui font que... Il y a quand même beaucoup de choses qui font que ça gêne dans le fait d'apprécier ou non, en tout cas, l'intrigue. On parle pas, bien évidemment, des acteurs et de la mise en scène, etc., mais au niveau de l'histoire... J'ai pas vraiment l'impression que... Je vois pas spécialement où ils veulent nous emmener. Au début, Cottonmouth, tu comprends pas du tout
son business, vraiment... qu'il est con, Cotton Mouse. Avec la thune, par exemple, qu'est-ce qu'il est con. Je ne veux pas spoiler, mais quand je disais cette série, vraiment, quand je parlais d'incohérence ou de Gloubig Boulga, toutes les 15 minutes, elle change de style et elle change d'enjeu scénaristique. Cotton Mouse, pour ceux qui ont avancé, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, cet homme-là ? Tous les épisodes, c'est presque une nouvelle... il a une nouvelle envie. Ses sbires, pourquoi ils sont avec lui ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Chaque épisode, ça change. Mais vraiment, chaque épisode, ça change. Il y a trop peu de suivi. On n'arrive pas à s'accrocher aux personnes. Il y a Luke Cage qui est là, qui se balade, il se prend des coups et on essaie de le suivre. Et comme il est plutôt sympathique, machin et tout... Mais cette série, elle est vraiment sympa. C'est le terme. C'est un bon gars, tu vois, c'est sympa. Mais putain, c'est le bordel. Hein. Par contre, oui, Luke Cage en lui-même, j'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est un personnage vraiment... l'acteur Mike Colter est bien casté, je trouve, et le personnage est vraiment sympa. Maintenant, il y a quand même des trucs qui titillent, comme je disais tout à l'heure, le fait que on voit pas assez l'ampleur de ses pouvoirs. Il y a des trucs pareils sur ses pouvoirs qui sont à mourir de rire. Il y a un moment, bon, il arrive, il croise un mec, il l'éclate contre un mur, le mec ne se relève pas. Squat. Mais il y a un autre où en fait, Luke Cage, tu sais, le mec lui saute dans l'escalier et Luke Cage l'attrape et le fait passer comme ça au-dessus de lui et le mec tombe. Mais je veux dire, moi on me fait ça, mais je me relève tout de suite. Je veux dire, la chute elle est ridicule. Non mais vraiment, je l'ai revu après, je me suis dit mais n'importe qui se relève de cette chute et le mec reste mort par terre. Et en fait, il fait ça à tous les personnages. Quand il prend le canapé, il fait juste tomber les gens comme ça. Ils sont déséquilibrés. Ils se sont pas mangés une espèce de vache balancée dans un couloir à 350 km/h qui leur a arraché la moitié du crâne. Non, ils ont juste été déséquilibrés. Personne se relève. Et c'est tout le temps comme ça. Je veux bien croire que Luke Cage est fort, mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi. Non, mais il y a même et le problème, c'est qu'après, il y a d'autres moments où il y a des bastons. Il met un nion. Et le mec, il a pris un gros nion, tu vois. Mais il se relève. Et alors qu'il a en face de lui des gens qui n'ont pas des pouvoirs. Donc c'est la gestion... Enfin bref, il n'y a jamais de constante. C'est ça qui est chiant. Il n'y a jamais de constante dans cette série. Mais sincèrement, il y a les bases pour qu'il y ait une deuxième saison de qualité. Ah oui, le personnage en lui-même est ouf. Il y a les bases pour que les Defenders, quand ils sont tous ensemble, ouais, il y ait de la qualité. Mais... c'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel. Et c'est dommage parce que Luke Cage, si tu le prends là, à part, et qu'on prend chaque héros de l'univers Marvel à part, ouais, si on prend tous les super-héros à part là, de l'univers Marvel, je me demande si Luke Cage, c'est pas un de mes préférés quand même. Genre vraiment. Bon, après, j'adore Luke Cage dans les comics. Le meilleur gars, ce serait Luke Cage. La meilleure série, ce serait Daredevil. Et la copine de bar, ce serait Jessica Jones, tu vois, ou j'en sais rien. Mais ils ont tous leur truc sympa. Après voilà. Mais donc tout ça pour dire, si vous êtes fan de Marvel, regardez les premiers épisodes, vous serez pas trop... Oui, déçus. Non, ça reste vraiment une série sympa. Et puis, on en a pas parlé, mais le générique est très réussi. Ça fait toujours avec les séries. Toujours. J'ai vraiment l'impression que c'est une constante, par contre. Parce que le générique de Jessica Jones, je l'adorais. Le générique de Daredevil est excellent aussi. Et souvent chez Netflix, les génériques sont très réussis. Enfin voilà, on va se quitter pour cette vidéo qui était du coup un petit peu longue pour parler de Luke Cage. Luke Cage donc, qui est disponible sur Netflix en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'on refera une vidéo pour parler quand même de notre avis sur toute la saison. Non, mais parce qu'on l'a pas fait sur House of Cards et les gens nous en ont beaucoup voulu. Alors, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet, ça c'est sûr, demain. Et en live pour reparler donc des nouvelles séries. Donc en ce moment, la grosse sortie, c'est Westworld qui vient d'apparaître. Et on se retrouve donc en live mardi 19h 21h et sinon sur YouTube et le site sur culteclic.com. J'ai même pas dit où est-ce qu'on était en live. Sur culteclic.com de 19h à 21h et sur YouTube avec les vidéos tous les jours. Voilà.